On y va ? Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier talk, comme on dit en anglais, sinon entretien dans la langue française, qui est pas mal aussi, en hommage à Pierrette Bloch, que je suppose vous connaissez tous, sinon la découvrir, en compagnie de deux personnes qui l'ont certainement connu beaucoup mieux que moi, et qui sont James Carité, qui a été son assistant, on dit comme ça, James, son assistant. Oui. Pendant, il est branché ton micro ? Pendant plusieurs années, et de nombreuses années, je crois que ça fait une quinzaine d'années. Combien d'années ? Ah, il n'est pas branché. Oui, voilà. Voilà. Et donc, James Carité, on va les interroger sur les conditions dans lesquelles ils ont eu l'occasion de rencontrer l'un et l'autre Pierrette Bloch. Et donc David Quéré, qui est un homme de science, on va dire, si je crois que je peux utiliser ce mot, physicien, et qui est un ami de longue date aussi. Hein. Tu étais un ami de longue date de Pierrette ? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, bon. Voilà, alors ça va être assez libre, ouvert, même si on a préparé un petit peu un canevas. Et je pense qu'effectivement, la première chose peut-être, c'est de nous dire dans quelles conditions, l'un et l'autre, donc vous avez rencontré à la fois l'œuvre et la personne de Pierrette Bloch. Alors David, tu as préséance avec 30 ans d'amitié. J'ai pas rencontré l'œuvre, j'ai rencontré la personne. D'abord J'étais proche de Pierre et Colette Soulages et les circonstances sont assez cocasses. J'étais en séjour chez eux à Sète et ils reçoivent un coup de téléphone leur proposant de venir dîner. Ils m'annoncent chez qui on est invité à dîner. Je m'évanouis complètement. C'était Claude Simon. Alors, pour le très jeune homme que j'étais, c'était une émotion considérable. Et Claude Simon a rappelé peut-être 10 minutes plus tard en disant on a bien regardé, la table est trop petite pour votre jeune ami. Donc ils étaient très embêtés. Et ils m'ont dit on va te laisser. Lui était à Sals, les Soulages à Sète. On va te laisser dans une station intermédiaire où on a une amie qui s'appelle Pierrette Bloch. Et on te reprendra au retour. Et voilà comment j'ai connu Pierrette Bloch. Effectivement. grâce à une table trop petite. Très bien. Et à partir de cette période-là, tu as régulièrement rencontré Pierrette, accompagné ? À partir de ce moment-là, j'ai appris à connaître la personne avant l'œuvre. Et en effet, on n'a jamais cessé de se voir. Alors, comme vous devez le savoir, en effet, l'amitié de Pierre Soulages, de Pierre et de Colette Soulages avec Pierrette Bloch est presque un mythe. Légendaire. C'est-à-dire légendaire, un vrai récit. Et donc on comprend d'autant mieux comment cette situation a pu se trouver. Elle était effectivement assez singulière. James, pour ce qui te concerne, dans la relation à la fois spécifique et très privilégiée d'être comme ça dans ce quotidien avec une artiste aussi monumentale. Alors, évidemment, avant cette relation très privilégiée, j'ai connu déjà l'œuvre de Pierrette. Oui. Dans un catalogue qui est un catalogue de la Maison des Arts de Cajar. D'accord. Et d'une exposition donc, qui avait eu lieu en 98. Mm-hmm. Et j'étais venu à Cajar pour installer une exposition de Jean-Pierre Bertrand en 2001. Et à un moment donné, j'ai eu la curiosité de vouloir quand même regarder ce qui avait été édité, quelle exposition avait eu lieu à la Maison des Arts. C'est comme ça que j'ai découvert l'œuvre de Pierrette. Et la personne elle-même, comment ça s'est passé ? Alors, Pierrette, on s'est rencontrés pour le projet de l'exposition au cabinet d'art graphique en 2002. Pierrette avait des questions. En fait, je devais m'occuper de l'installation des lignes de papier, principalement, et des grands formats, des lignes qui peuvent atteindre 8,70 m
et pour la plus grande 12 mètres. Et donc il y avait des questions liées à la présentation au montage et à la présentation de ses œuvres. Et donc Pierrette était venue à mon atelier parce qu'à ce moment-là, donc je travaillais pour le Centre Georges Pompidou. Et on a évoqué quel serait le type de montage le plus favorable. J'ai fait des propositions pour le montage. Et après on s'est revus au moment de l'installation et de l'exposition au cabinet graphique en 2002. D'accord. Alors ce qui est en effet, pour moi en tout cas, il me semble tout à fait intéressant d'entendre la parole aussi de James, c'est parce que dans ce monde de l'art que nous connaissons tous et qui nous rassemble, il y a un nombre assez important de personnes qui travaillent, qui, je dirais, gravitent autour de l'artiste. Il y a le marchand, enfin le galeriste, le collectionneur, l'amateur d'art, le critique d'art. Et puis, effectivement, il y a ce personnage qui a pris beaucoup d'importance depuis une vingtaine d'années, qu'on nomme un peu, de manière générique, le régisseur. Je ne sais pas si c'est exactement le mot qui convient, mais tu as bien parlé là de problématiques qui ont trait à des questions d'accrochage, de présentation, d'autant plus que le travail de Pierrette a des singularités, je dirais, matérielles, qui posent des questions de présentation ou, comme on dit un peu plus savamment, de monstration. Donc voilà, c'est intéressant parce que la figure, je dirais, que représente ici James et qui a été cet accompagnateur permanent de Pierrette, c'est une figure qui est essentielle dans l'échiquier, si je puis dire, de la présentation artistique. Alors, David, je voudrais dire ici que voilà donc, je cherchais exactement dans ma tête, ça doit faire 12 et 7, 19 mois, non, je crois que Pierrette nous a quittés. C'était en juillet 2017. Voilà, ça doit être à peu près le calcul, 19 mois. Tu as eu l'occasion, donc l'été dernier, c'est bien ça, de monter une exposition sur un mode un peu singulier, d'après ce que j'ai compris, je ne l'ai malheureusement pas vu, dans son village. Tu pourrais nous parler de cette exposition et comment elle est advenue, comment tu en as eu l'idée, voilà, dis-nous un peu cela. Alors, le destin, je pourrais presque dire, a fait que Pierre Soulages, dont je parlais tout à l'heure, et moi-même sommes en charge de l'œuvre de Pierrette, au sens matériel du terme. Et juridique. Juridique. Et c'est une tâche, enfin un devoir même, on peut presque dire, très, très, très étonnant, pour lui comme pour moi d'ailleurs, tant elle a caché de choses. Et donc c'est une œuvre qui reste à découvrir en très grande part. Elle a caché sans la moindre pose d'ailleurs. Ce n'était pas du tout une posture, c'était simplement sa manière d'être, dont on reparlera sûrement tout à l'heure. James nous accompagne. Alors ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a, c'est que les 15 ans d'acquaintance avec Pierrette en font pour nous le plus précieux les plus précieux des amis, on va dire, pour nous aider dans cette entreprise. Et alors, dans notre mélancolie, il y avait quelque chose d'un peu particulier qui était les supports nombreux à l'atelier, qui préparés par James lui-même, par Dominique Debert, son ancienne assistante, dont on peut voir d'ailleurs des œuvres chez Fournier, ou des supports plus anciens encore, c'est-à-dire des supports au format étonnant, des bandes par exemple, des papiers remarquables, enfin toutes les choses dont on connaît l'importance dans le travail de Pierrette. Et ça nous attristait de voir ces supports orphelins. Orphelins, privés. Et l'idée nous est venue de proposer à cinq artistes que Pierrette aimait. Alors, ce choix de 5 était évidemment très restrictif et un peu lié au cadre de l'exposition qu'on a monté, de travailler sur ces supports. Alors, en fait, ils n'étaient pas 5, c'est comme les mousquetaires qui sont un de plus, ils étaient 6. Mais Pierre Soulages a tout de suite dit, moi je participe à cette exposition, mais je prêterai des choses. Il n'aime pas beaucoup qu'on lui impose quoi que ce soit, et surtout pas des formats particuliers ou des choses de ce genre. Il aime décider vraiment de tout. Mais les artistes plus jeunes que Pierrette se sont saisis avec énormément de générosité, je dois dire, de notre proposition.
et ont accepté de faire vivre, au fond, les supports qu'on mettait à leur disposition. Alors ces artistes, c'était difficile de sélectionner, et c'est quelque chose qu'on a fait d'ailleurs avec Soulage. On a choisi des artistes dont Pierrette avait des œuvres accrochées près d'elle, on va dire. Alors pas forcément toujours, mais elle ne vivait pas avec ses propres œuvres. C'est une autre chose très particulière. Il n'y a jamais eu une seule œuvre de Pierrette accrochée chez elle, ni à Paris, ni à Bages. Elle était immergée dans l'œuvre de Soulage, 7 tableaux extraordinaires qui sont maintenant au Centre Pompidou. Et puis, il y avait quelques peintres qui surgissaient comme ça. Et donc, nous avons privilégié, je l'ai dit dans un ordre qui est complètement aléatoire, Pierre Buraglio, Jean-Michel Meurice, Philippe Clavier, Claude Viala et Alain Lambiotte, qui avaient des rapports avec elle, de nature très différente d'ailleurs, mais dont on savait l'attachement que Pierrette avait pour eux. Et ça a été pour nous, évidemment, une très grande joie de les voir créer quelque chose à partir de ce qu'on pourrait presque appeler le néant, quand même. Oui, En tout cas, oui parce que voilà. le support en question dont tu parles, c'est finalement ce sur quoi Pierrette aurait pu travailler. Et alors, à ce sujet-là, justement, je vais demander à James qu'il nous dise un peu... comment Pierrette travaillait, parce que effectivement, quand j'ai appris, n'ayant pas vu malheureusement cette exposition l'été 2018, comment elle travaillait. Elle préparait comme ça, comme un peintre qui prépare ses toiles, des quantités de supports. Explique-nous un petit peu, raconte-nous comment cela se passait à l'atelier par rapport à la question du support en attente. Alors, effectivement, Pierrette avait des formats un peu privilégiés. Il y a eu des formats de papier qui correspondent aussi, on va dire, à des périodes de travail de Pierrette. Et puis, il y avait aussi cette curiosité qu'elle avait pour tout type de papier. Et on pouvait facilement laisser Je me souviens lui avoir offert un cadeau dans du papier de soie noir et être passé dans la semaine et le papier de soie s'était transformé en dessin. Voilà. Et donc il y avait toujours cette curiosité de la part de Pierrette de tenter quelque chose avec un nouveau matériau, un nouveau support et effectivement avec des formats aussi qui pouvaient... il y a eu la période évidemment des lignes de papier. Ouais. Donc tout comme Dominique Debert et comme moi-même, nous avons passé aussi notre temps à couper des grandes longueurs de lignes de papier. Il y a eu, comme ça, il y a eu des périodes avec des formats très spécifiques. Est-ce que cet exercice-là, qui précède celui, je dirais, de la création pure, occupait une temporalité particulière? Est-ce que c'était des moments spécifiques dans le développement du travail, peut-être dans le développement de la journée, je ne sais pas. Comment ça se plaçait ? Est-ce que c'était des campagnes où toute une journée, elle ne s'occupait que de prévoir des supports? Ou est-ce que c'était mélangé, alterné avec le travail, je dirais presque de l'écriture, pour faire simple? Alors là, j'avoue que... Je pense que Pierrette, il n'y avait pas une espèce de discipline à dire je travaille de telle heure à telle heure. Sa journée, elle était effectivement entre son atelier, les visites aussi, qui étaient très importantes pour elle, les amis, les rencontres. Voilà. Donc un travail qui vivait par interruption potentielle. Oui. Alors après, il y a eu effectivement des moments où il y a eu sur certaines périodes un travail beaucoup plus intense. Et on le voit à travers son œuvre. Quand on inventorie l'œuvre, on voit effectivement qu'il y a des périodes beaucoup plus chargées, nombreuses. Beaucoup plus de dessins, par exemple. Mais c'était principalement évidemment l'après-midi que Pierrette se consacrait plutôt évidemment l'après-midi que le matin. Pour le matin, c'était très important aussi pour où elle se consacrait à elle. Voilà. Et c'était quelqu'un qui travaillait plutôt donc l'après-midi. Oui. Pour l'essentiel, disons. Oui. D'accord. Oui. Et par rapport à ces
ces supports-là, est-ce que comment elles se fournissaient? Est-ce que c'est vous, Dominique, et toi, chacun à son tour, est-ce que c'est vous qui alliez chercher des papiers? Est-ce qu'on lui en apportait? Où est-ce qu'elle trouvait la matérialité? Alors, pour le papier, souvent, effectivement, Pierrette avait des adresses où elle se fournissait. Beaucoup d'amis, évidemment, sachant que Pierrette s'intéressait beaucoup au papier, lui rapportait aussi de leur voyage des papiers. Après, je me souviens que sur les dernières années aussi, j'achetais des papiers pour Pierrette. Voilà, quand je trouvais des papiers qui pouvaient je savais que ça pouvait l'intéresser, je lui ramenais des papiers aussi. Et qu'est-ce qui faisait que tu te disais, tiens, ça va l'intéresser? Est-ce que c'est dissible? Non, je pense au dernier dessin que Pierrette a pu faire sur les films polyester. Oui. Pierrette avait fait des encres sur calque dans les années 70. Et je sais que c'est un support et ces œuvres m'avaient beaucoup touché. Et que d'une manière un peu insidieuse, j'avais effectivement vu ces films polyester qui avaient des qualités beaucoup plus intéressantes que le calque, qui malheureusement avec les années vieillit très difficilement, devient cassant de sa... Et donc je lui avais ramené des films polyester en me disant que peut-être elle ferait quelque chose. Je savais qu'elle allait s'en emparer, ce qui a été le cas. David, c'est vrai que ce qui est intéressant, et d'ailleurs le choix qui a été fait des images qui passent au-dessus de nos têtes à l'écran, on n'est pas là pour les commenter, c'est plus pour alimenter votre regard en écoutant la parole de nos hôtes. C'est vrai que c'est quelqu'un, David, Pierrette, qui était dans une sorte d'expérimentation totale. Est-ce que cette mesure-là, pour l'homme de science que tu es, était quelque chose qui t'avait particulièrement retenu? Indiscutablement, et c'était un de nos grands motifs d'amusement, c'était de comparer certains aspects de notre vie. Moi, je suis terriblement frappé par la recherche permanente qu'elle a eue au sein d'une œuvre néanmoins très cohérente. C'est ça qui est très frappant, c'est que... et très économique, si je puis dire. Très économique, c'est ça, donc très réduit du point de vue des outils et des supports. Et pourtant, sans cesse, elle explorait une voie inattendue. Elle en revenait quelquefois assez vite avec réussite. C'est ça qui était le plus frappant, c'est qu'il se passait des choses qui pouvaient être très remarquables. Les œuvres sur polyester dont vient de parler James, par exemple, est un très bon exemple. Il y en a une prêtée à l'occasion de cette exposition qu'on voit chez Cesson Bénéfière, là. Ah non, chez Cesson, oui, pardon. Et cette voix, elle a eu beaucoup de plaisir à la faire, et on pourrait dire d'une manière honteusement triviale que ça marchait. Moi, chercheur, je sais que quand ça marche, on tire un peu la ficelle quelquefois. Et chez elle, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire que dans ces cas-là, et les rares fois où elle l'admettait, par ailleurs, parce que son jugement sur elle-même était féroce, eh bien, les rares fois où elle l'admettait, si elle l'admettait, alors elle prenait la fuite. C'était très remarquable comme attitude. Et c'était une attitude dont je crois que le fondement même était justement la recherche, c'est-à-dire la curiosité d'explorer et de relancer sans arrêt son... J'ai un souvenir comme ça, on avait un premier projet avec Bernard Chauveau, et on avait parlé des papiers noirs des années 60 avec lesquels elle faisait ses collages, qui sont d'un noir extraordinaire, d'un mat fantastique, qui sont bicolores, et quand elle les déchirait dans les années 60, alors à ce moment-là, la déchirure blanche sur le papier noir faisait une marque très remarquable. Et elle s'était saisie de petites bandes de ces papiers noirs, avait posé dessus de l'encre de Chine à toute allure. C'est la seule fois, je crois, que je l'ai vu travailler, d'ailleurs. Alors ça, c'est une énorme différence entre James et moi. L'éclat métallique de ces choses l'a énormément intéressée. Elle a fait une micro-série. Elle a dit, on va aller dans cette voie-là. Et puis, quand le projet a commencé, elle est partie tout à fait à 90 degrés. Et je lui ai dit, mais Pierrette, c'était tout de même pas mal. Et il s'est passé quelque chose, d'ailleurs, d'encore plus curieux, c'est qu'à ce moment-là, elle a défini un format qui ne lui convenait pas,
et les rares fois où ça lui est arrivé, un travail pour une édition de Thierry Zer d'une part, et le travail fait avec Bernard Chauveau, alors c'est là qu'elle s'obstinait le plus. C'est-à-dire que quand les choses lui résistaient, quand les choses lui cédaient, au fond, elle faisait demi-tour, et quand les choses lui résistaient, alors là, elle était d'une opiniâtreté absolument extraordinaire. Elle protestait et elle avançait. James, je pense que tu ne peux que confirmer les termes de David au niveau de son caractère. Alors, son caractère têtu, décidé, affirmé. Oui. Quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Oui, elle savait ce qu'elle voulait. En même temps qu'elle se laissait surprendre par les événements du travail. Oui, et je pense que c'est principalement, c'est ce qui était très important pour Pierrette, c'est d'être surprise continuellement. Et c'est le sentiment que j'en ai. Non, elle pouvait très bien, ce que dit David, c'est-à-dire qu'effectivement, si tout d'un coup il y a quelque chose qui se révélait, qui nous paraissait intéressant, elle pouvait très bien s'en écarter et vouloir partir sur autre chose, et pas, elle se contentait pas d'une facilité, d'une C'était quoi, une sorte de remise en question de ses propres capacités, de son savoir-faire? Elle voulait, tu disais, être surprise, donc c'est à partir du moment où elle avait fait quelque chose, elle ne se risquait pas à vouloir le répéter. Pourtant, le travail est dans l'ordre de la répétition. Il y a quelque chose de paradoxal, il me semble, dans ce que j'entends. De l'ordre de la répétition, mais en même temps, c'est une œuvre qui est extrêmement riche au niveau dans l'emploi de... Alors, je ne sais pas si on peut dire signes, mais il y a vraiment tout un vocabulaire graphique, on va dire, chez Pierrette, qui est extrêmement développé, et on s'en rend compte avec David régulièrement. On fait encore des découvertes, et ça, c'est très important, parce que souvent, quand on parle de Pierrette Bloch, on dit « Ah, Pierrette Bloch, des points, des traits. » Oui. Des sculptures de crin. Voilà, mais c'est beaucoup plus que ça. Et cette attitude-là de Pierrette au travail, elle est aussi donc nourrie par la matérialité qui n'est pas simplement le support, mais il y a le travail de l'encre, du pinceau. Est-ce qu'elle était... Comment elle se considérait, David, par exemple? Parce que tu as eu l'occasion de parler avec elle. Est-ce qu'elle se disait peintre, artiste, dessinatrice? Non, oui. Comment elle, non, parlait d'elle-même? Alors ça, c'est une des rares choses sur lesquelles elle était précise. Pierrette ne racontait rien. C'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout dans le récit de quoi que ce soit. D'ailleurs, quand elle rentrait même des circonstances amusantes, elle ne les racontait pas. Et de même, elle ne racontait pas son existence de peintre. Elle ne racontait pas ses difficultés, elle ne racontait rien. Un point sur lequel elle était très claire, c'est qu'elle était peintre. Et c'était amusant parce qu'elle n'était pas artiste, elle n'était surtout pas femme artiste, elle était juste peintre, et ça lui a posé d'énormes problèmes quand son travail, on peut dire d'organisation de l'espace, vraiment, parce que c'était ça qui l'intéressait, entre ordre et désordre, toujours. Enfin, c'est cette grande thématique qui traverse toute son œuvre. Quand ce travail s'est trouvé doué d'une certaine forme de tridimensionnalité qui est apparue, on peut dire presque timidement, dans les premières mailles de chanvre, très peu connues, qu'elle tricotait sur des fonds qui étaient des fonds de peintre, des rectangles blancs. Puis petit à petit, en passant au crin, les choses se sont mises dans l'espace. Et puis on est arrivé aux fils sur lesquels les crins se sont... Donc il y a toute une trajectoire là, qui a duré une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, et elle était terriblement embarrassée de nommer ces choses, parce que plus on avançait, moins c'était de la peinture, même si ça pouvait rester par exemple très graphique. Le petit crin qui est chez Carsten Greve est très, très, très graphique, mais... Et puis un beau jour, elle s'est sentie totalement libérée en disant « Ça y est, j'ai trouvé, les choses exclusivement linéaires seront des sculptures de crin. » Donc elle a admis
être un peintre qui avait produit une série de sculptures. Et qui était rentré dans la troisième dimension. Je crois que le jour où elle a nommé les choses, c'est-à-dire, point d'ailleurs intéressant pour un scientifique, puisque notre tâche était d'abord de nommer, en général on ne s'arrête pas là, le jour où elle a nommé la chose, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que, admettant que c'était des sculptures, elle est revenue à ce moment-là strictement à la bidimensionnalité du papier. Mais en même temps, le travail, il est fondamentalement adossé à la question de l'écriture, sinon de l'écrit. Alors, James va sûrement répondre là-dessus parce qu'il a des tas de choses à dire plus intéressantes que moi, mais je continue sur ma lancée. Oui, oui. Parce que j'ai dit Pierrette ne racontait rien. Et en fait, en disant ça, j'ai tenté de suggérer qu'elle ne racontait rien non plus sur ses dessins, naturellement. Et ne racontant rien, non, ce ne sont pas exactement des écritures. Elle était très embarrassée. Comme elle avait une écriture elle-même extraordinairement bouclée, Totalement. à la totalement. limite par ailleurs du lisible, c'est-à-dire d'avoir Oui, une oui. écriture qui devient abstraite, c'est évidemment un peu embarrassant. Quand Très on écrit brouillé, aux oui. impôts, par exemple, ou à EDF, elle recevait quelquefois des retours disant « Madame, nous ne comprenons pas du tout ce que vous avez dit », ou il s'agissait simplement d'une facture qu'elle réglait. Voyez, donc. Passionnant, ça. Et donc, ça, son écriture tendait vers l'abstraction, sa peinture abstraite tendait vers l'écriture. Néanmoins, ce rapport-là, elle ne l'a jamais du tout accepté. Et probablement, enfin, si on regarde qu'est-ce qui l'a conduit à ça, ça me paraît assez logique. C'est-à-dire que, justement, si on revient à cette question des mailles, et c'est une chance qu'on a là, parce que, justement, chez Carson Greve, on a 5 petites encres, soit sur Kraft, soit sur Bristol, ou Canson, qui sont des encres de 1978, c'est-à-dire le moment précis où elle s'était mise à faire, justement, à organiser l'espace avec des mailles de chanvre, puis de lin, puis de crin. Et à ce moment-là, elle faisait véritablement des mailles d'encre, et ça n'avait rien à voir avec l'écriture réellement. Et puis ces choses se sont purifiées et ont pris l'allure d'une écriture. Et en même temps, il faut bien admettre que, à nouveau, c'est paradoxal, parce qu'elle commençait en haut à gauche, elle suivait des lignes, oui. Elle avait vraiment un travail qui, Il y indiscutablement... avait un système mis en place qui oui, était... involontairement, c'était pas un système, c'était Oui, d'accord. voilà, la spontanéité de son geste. Hmm. Donc voilà, heureusement, nous sommes dans un sac de nœuds terrible de comprendre les liens entre écriture et peinture, et James va le dénouer admirablement. Oui, il va le dénouer parce que... ce qui est évidemment caractéristique aussi de la personnalité de Pierrette, c'est qu'elle était gourmande de mots. Elle aimait les mots. Et elle a écrit beaucoup de textes. Alors, James, par rapport à cette question de l'écrit, de l'écriture, des mots, du phrasé, elle parlait de... qu'est-ce que tu vas nous apprendre ? Je ne sais pas, là j'avoue que non, pour ce qui est des crins, des sculptures de crins qu'elle appelait au départ, Pierrette les appelait des dessins de crins. Et des dessins de crins. Des dessins de crins. Et par la suite, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, David, qui lui avait conseillé, lui avait dit ce sont comme des sculptures. Et c'est là qu'elle s'est emparée effectivement de ce terme de sculpture. Je crois que c'est venu des conservatrices du MoMA qui, quand elles ont acquis ces sculptures de crin, lui ont dit « Vous êtes une sorte de Giacometti textile ». Et alors, ça l'avait beaucoup ébranlé, pas tellement parce qu'elle était comparée quand même à Giacometti, ce qui n'était pas rien, mais à cause de la référence à la sculpture. Et c'est à ce moment-là qu'elle a basculé vers cette acceptation du fait que c'était des sculptures. Dans le contexte du travail quotidien qui était le tien, tu as eu l'occasion, je suppose, à plusieurs reprises, d'avoir une discussion avec Pierrette à propos de la nomination, justement, de tous ces objets. Oui, mais on a eu beaucoup de conversations avec Pierrette, mais disons, elle ne parlait pas directement de son œuvre. Pas de ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait ? Non, c'était toujours dans des conversations de manière indirecte. Et tu parlais de l'écriture, effectivement, donc ce que je voulais dire, les sculptures de crin et les lignes de papier, c'est un travail qui est linéaire, hein, donc on peut parler de lignes, effectivement.
la lecture se fait de gauche vers la comme le droite. rappelait David. Voilà. Après, ce lien, enfin, se mettre en relation avec l'écriture, le travail de Pierrette. Je pense que Pierrette n'a jamais vraiment apprécié cette association. Parce qu'elle l'a dit de toute façon à maintes reprises et disons que pour elle un texte faisait sens par les mots qu'on choisissait, enfin, et ce qui n'est pas, ce qui pour elle n'était pas le cas dans son œuvre. Donc voilà, je vois David qui... Oui, Oui, David non, veut non, réagir, mais bien sûr. j'adhère tellement à ce que dit James qu'on peut même aller un cran plus loin et répondre à la question précédente de Philippe, c'est que les textes avaient du sens, son œuvre n'en avait pas, et les textes avaient d'autant plus de sens pour elle que c'était une lectrice absolue, on peut dire. C'est-à-dire qu'elle avait son absolu en peinture, était aussi l'absolu d'une lectrice, et dans une certaine mesure d'une sculptrice de mots, puisqu'elle a écrit des textes qui sont extrêmement intéressants, des textes très condensés, très brefs, jamais des récits, c'est toujours des textes on pourrait appeler ça de circonstances, vraiment, voilà. Et son rapport à la littérature était vraiment très très profond. Nombre de fois, elle m'a dit que si elle n'avait pas été peintre, elle aurait choisi l'écriture. C'est-à-dire qu'il y avait en elle une oscillation. Oui, donc profonde. il est quand même pas complètement Voilà. incohérent et inconséquent de Et parler non, justement, d'écriture. mais non, justement, si, parce que pour elle, c'était deux mondes absolument disjoints. C'est-à-dire que le sens qu'elle trouvait... J'arrive pas à le considérer, Et si, parce que moi. le sens qu'elle trouvait dans la littérature, eh bien, c'était ce qui venait faire équilibre avec l'absence de sens qu'elle revendiquait en peinture. Et c'était sur cet équilibre-là qu'elle a construit, je crois, sa pensée. Au fond. Oui, mais une pensée, elle s'appuie quelque part sur, sur des paroles, sur des mots. La pensée, ou alors c'est que le travail... Pardon, alors je dirais son équilibre plutôt que sa pensée. En effet, il vaut mieux employer un mot un peu plus abstrait. Le mot est... Ouais. C'est le scientifique là, qui revient à la charge. Alors, James, est-ce que tu pourrais nous dire comme cela ce qu'il en était d'une journée de Pierrette Bloch? Ouais, tu me poses des questions quand même qui sont difficiles parce que ça fait un Ah peu... bah ça, je suis là pour... Ça fait un peu partie des secrets de l'atelier aussi. Oui, mais bon, tu sais ce que c'est que l'histoire. Les secrets, petit à petit, sont révélés. Comme nous disait David, il trouve un tas de secrets aussi. Et il va les mettre un jour à jour dans le catalogue raisonné, je suppose. Peut-être pas tous. Mais bon, on a tous envie, et nous qui connaissons pas mal d'artistes, il n'y a rien de plus merveilleux que ces moments que l'on échange avec les artistes dans leur atelier. Donc sans dévoiler des secrets indicibles, bien sûr, mais qu'est-ce que c'était le rythme de son travail? D'autant plus que le mot de rythme avec elle, c'est quand même assez essentiel. Je sais pas. Toi, tu arrivais à quelle heure à l'atelier? Je venais en général plutôt le samedi et le lundi, en début d'après-midi. Travailler que c'était pas tous les jours. Alors, c'était pas tous les jours, effectivement. Et puis après, effectivement, j'étais beaucoup plus présent quand il y avait des projets d'exposition, parce qu'il y avait toute la préparation et le suivi pour les œuvres. Autrement, voilà, je venais tous les samedis et lundi après-midi. Quand j'arrivais, soit Pierrette était déjà à son atelier à travailler, ou alors effectivement elle pouvait attendre que je sois là pour qu'on puisse voir aussi pour des papiers qu'elle souhaitait que je lui prépare et qu'elle puisse commencer aussi à... Quand tu dis des papiers qu'elle souhaitait que tu lui prépares, cette préparation? Des formats aussi, des formats qu'elle avait en... Découper les papiers? Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, des formats qu'elle avait envie d'essayer. Donc,
à lui effectivement couper les papiers, à préparer suivant les Mais outils pas de qu'elle voulait. préparation matérielle sur le papier. Non, il n'y avait D'accord. pas de préparation du papier. Lui mettre son matériel à disposition, les C'était outils quoi le qu'elle- matériel de Pierrette Bloch? Ça dépendait ce que Pierrette avait envie de faire à ce moment-là, mais pendant très longtemps, effectivement, Pierrette a beaucoup travaillé aussi l'encre de Chine, et donc il y avait son encre, une encre de marque allemande, dont j'ai oublié d'ailleurs le nom, donc préparer les bols. Les bols d'encre, d'eau, les pinceaux. Effectivement, évidemment que Pierrette avait une variété très importante, enfin, de pinceaux, suivant aussi ce qu'elle souhaitait à ce moment-là. Donc ça passait par des pinceaux extrêmement fins, comme des très très gros pinceaux aussi, très épais. Voilà. Et quand elle se mettait comme ça pour une séance de travail, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs une séance de travail? Oui, Oui. je sais pas, oui. Ben, quand elle s'y mettait, elle savait donc ce qu'elle voulait, ou elle était plutôt dans une attitude empirique, se laissant conduire par Alors, les vents coulis extérieurs? Est-ce que Pierrette savait ce qu'elle voulait S'il y avait du préalable chez elle. S'il y avait du préalable, c'est-à-dire que elle pouvait très bien amorcer le dessin, et puis le geste continuait. Elle se laissait. Elle était assez, comment dire, aussi très ouverte à des choses qui pourraient intervenir de l'extérieur, et il n'y avait pas une rigueur mathématique, enfin je ne sais pas. Et donc une curiosité aussi sur un accident, quelque chose qui pouvait se passer à ce moment-là et qui l'intéressait, voilà. Et elle travaillait pendant un temps assez long, ou est-ce que c'était des séquences Ça assez dépend des rapides? dessins, ça dépend de si je pense effectivement à certains dessins de la période 1999 jusqu'au début 2000, hein, dont le Centre Georges Pompidou possède deux grands formats. Le Musée d'Art Moderne aussi, et c'est d'ailleurs les dessins dont parlait David, les dessins du format Thierry aussi à l'époque, qui avaient été réalisés et qui maintenant sont à Grenoble. Donc des dessins avec des traits très très plus ou moins serrés, denses. Et là, effectivement, c'était un temps de travail qui était assez considérable. Et à côté de ça, Pierrette pouvait très bien faire un dessin juste avec une ponctuation. Et évidemment que le dessin demandait moins de temps. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait des déchets? Est-ce qu'il y avait des ratés? Comment c'était l'économie de son travail, de ce point de vue-là? Alors, je sais qu'il y a d'ailleurs un documentaire de Thierry Spitzer qui est extrêmement intéressant, qui date de 1997. Et c'est vraiment moi, j'aime beaucoup ce documentaire, et on voit Pierrette travailler, principalement dans son atelier à Bages. On voit qu'effectivement, à ce moment-là, elle travaillait beaucoup aussi au sol, et qu'elle avait un nombre assez important de papiers à sa disposition. Et alors c'est assez effarant, parce qu'on la voit avancer comme ça de papier en papier, et ensuite, après, pour effectivement faire un choix, une sélection, et voir à détruire des dessins qu'elle ne considérait pas. Alors, tu as fait allusion à l'atelier de Bages. Comment le temps du travail était réparti entre Paris, dans le 14e, là, près de Alésia, et le temps de Bages? David, tu as suivi ça sur les 30 ans de bien sûr. relation? Bages, c'était l'été. C'est un très joli petit port de pêcheurs sur l'étang de Sigean, à côté de Narbonne. Oui. Endroit absolument merveilleux.
où elle passait les mois principalement de juillet et août en débordant un peu. Qu'est-ce qui l'avait conduit à s'installer là? Ce qui l'avait conduit, c'était une circonstance tragicomique, qui était qu'elle avait avant un endroit, paraît-il, magnifique, moi que j'ai jamais connu, mais dans un hôtel particulier du XVIIe siècle à Pézenas. Et puis, un beau jour, le voisin du dessus lui avait tiré dessus. Enfin, c'est-à-dire qu'il avait sorti une carabine, il avait tiré, en fait, semble-t-il, un peu au-dessus de sa tête, mais ça l'avait conduit à vraiment à tout laisser, et à partir du jour au lendemain, et à chercher un point de chute. Et le point de chute, elle l'a trouvé à Bages parce que, visitant ses amis Meurice, justement, dont on parlait tout à l'heure, Oui. elle leur avait dit « Oh, si un jour cette maison qui est là est en vente, faites-moi signe ». Alors, finalement, le coup de fusil de cet homme rustique de Pézenas est arrivé exactement au moment théâtral qu'il fallait, parce que c'était le moment où la maison qu'elle avait aimée s'est mise en vente. Une très belle ancienne maison viticole. Et là, elle disposait d'un très grand atelier. Moi, mon sentiment, c'est qu'elle y travaillait en fait beaucoup moins qu'à Paris. C'est-à-dire que... et en même temps, c'était compliqué parce qu'elle était tout de même plus isolée. Certes, il y avait quelques habits dans le village, mais enfin... donc, quelquefois, elle avait des vraies plages de temps assez longues. Et donc, c'est assez curieux. Sa production de Bages a été, on peut dire, pulsionnelle. Alors que la production parisienne a été beaucoup plus continue, finalement. Toi, James, tu descendais pour travailler sur Bages? Oui, en fait, j'accompagnais... Tout au début, non, je n'avais pas eu... je n'avais pas je n'avais pas été invité par Pierrette à aller à Bages. À Bages. Et par la suite, effectivement... Un temps d'adoption. Le temps peut-être d'adoption. Et par la suite, pour l'organisation du voyage et l'accompagnement, sur plusieurs années, j'ai accompagné Pierrette. Accompagné et raccompagné, d'ailleurs. Et je la raccompagnais, voilà. Je l'installais dans ces nouveaux quartiers. Je vérifiais que tout dans la maison allait bien, que tout fonctionnait bien. J'installais le matériel de Pierrette dans son atelier. Je la laissais donc pendant une période qui était, vers les dernières années, qui était moins importante qu'au début, quand même. Et je revenais la chercher à la fin de son séjour. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'était très, très structuré, disons. Oui, oui. Alors, par rapport au travail lui-même de Pierrette, David, comment tu l'appréhendes au regard d'une histoire de l'art contemporain à laquelle elle a appartenu, et notamment dans sa relation avec un artiste comme Pierre Soulages? J'ai vraiment aucune espèce de capacité à répondre à cette question. Vous avez compris que je suis un scientifique qui travaille sur les liquides. Mon opinion est à peu près celle de je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais d'un footballeur sur le jeu d'échecs. Vous voyez, enfin, je peux peut-être dire quand même quelque chose de précis et non pas du tout de général. À vrai dire, on attend exactement le programme que vient de nous dresser Philippe, de Philippe lui-même. Il va nous dire ce qu'est Pierrette dans l'art contemporain. Sur les relations avec Soulages, il y a tout de même quelque chose à dire qui est évidemment très, très intéressant. On n'est pas d'ailleurs complètement forcément d'accord avec James. Je le vois d'ailleurs qui commence à faire la tête parce qu'il aura la réponse. Pressant ce que je veux dire. Mais c'est vrai que la rencontre très très tôt dans la... C'est même pas du tout la carrière, d'ailleurs ce mot n'avait aucun sens pour elle, mais enfin, dans la vie de Pierrette, la rencontre de Soulages a été extrêmement importante, déterminante, et que ça l'a en fait beaucoup embarrassée, au fond, parce qu'elle s'est retrouvée, lui ne voulait pas de disciples, naturellement, il ne voulait pas d'école, enfin, il fuyait même cette idée-là, hein. Donc on peut dire qu'il ne l'aidait pas du tout, sauf matériellement, puisque le premier atelier de Pierrette, ça a été dans une chambre de bonne, de l'immeuble où il habitait rue Schœlcher. Et il se voyait d'ailleurs assez peu, à vrai dire, à ce moment-là, mais il avait mis à la disposition de cette jeune femme vive cette petite chambre. Et Pierrette s'est trouvée un peu engluée là-dedans, c'est-à-dire que cette influence, cette prégnance vraiment de l'œuvre de Soulages se voit dans toutes les tentatives qu'elle a pu faire dans les années 50 et même dans les années 60, et qu'une
une forme de lecture de son œuvre, c'est sa capacité à s'extraire de ça. C'est-à-dire que ça me paraît un point qui est, en fait, ce qui a été une forme de malchance au départ, je pense, a été une énorme chance pour elle. C'est-à-dire qu'elle a dû faire un très long chemin. Et donc, elle a été loin sur ce chemin, et puis soudain, quelque chose est apparu. Et ce soudain, c'est la fin des années 60. Et quand on discutait avec elle, on avait le sentiment que ses visites aux États-Unis, et en particulier sa connaissance de, disons, de l'école, on va appeler ça l'école, mais enfin, new-yorkaise de peinture, a été en fait une formidable porte de sortie. De libération, pour elle, de libération, c'est ça. de cette emprise Et de libération. soulagienne. De cette emprise, malgré Soulage. Faut Oui, le dire. malgré Il cherchait Soulage, pas, oui. Ça, il était plutôt... Et donc, plutôt que de répondre très généralement à une question à laquelle j'aurais bien des scrupules à répondre, je trouve intéressant de considérer cette petite chose, mais très déterminante néanmoins dans sa vie, qui a été cette entreprise de libération qu'elle a menée, avec des formes de fidélité amicale, bien entendu. Fidélité visuelle, si je puis dire, puisque moment, dans l'appartement, oui. il y avait du Soulage. Hein, c'était sûr, le bien sûr. temple Soulage, presque. Elle avait en particulier une peinture extraordinaire de 1953, dont le pendant est au Guggenheim, qui est vraiment... et qu'on a maintenant la chance d'avoir au Centre Pompidou. Je crois qu'ils vont l'exposer dans les mois qui viennent. Elle était à Martigny pendant quelques mois. Mais oui, cette emprise était là aussi, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout quelque chose dont elle se dégageait spontanément. Elle luttait avec ça, je dirais. Bon. Mais alors maintenant, c'est toi qui vas nous dire. Non, c'est avec James. James aussi. C'est James qui va nous dire. Je ne veux pas échapper, mais c'est James qui va nous dire. Est-ce que, James, dans cette relation donc quotidienne, on va dire, pour faire, vous avez parlé de Soulage. Elle te parlait de Soulage? Elle me parlait de Pierre et Colette, évidemment. Dans l'intimité, je dirais, elle prenait de leurs nouvelles. Enfin, voilà, c'était une relation d'amitié. Oui. Par contre, tu veux dire la peinture par aussi, rapport au l'œuvre. contenu, par rapport au travail. Non, je n'ai pas souvenir que Pierrette me parlait de la peinture de Pierre. Elle parlait des choses qu'elle pouvait voir, des expositions. Bien sûr, oui. Par exemple. Comme ça, là, j'ai pas. Peut-être un peu. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui était une personne très curieuse et qui, elle allait souvent voir des expositions. Elle était toujours, elle aimait savoir ce qui se passait. Et après, il y avait des artistes évidemment qui l'intéressaient plus. Mais est-ce qu'elle était proche d'autres artistes, comme elle, pas peut-être à la même densité que celle que la relation qu'elle avait avec Soulage, mais par exemple, est-ce que à l'atelier, tu as eu l'occasion de voir des artistes qui venaient lui rendre visite et qui étaient des personnes qui comptaient beaucoup pour elle? Là, je sais pas. Il y a des artistes qui sont venus la voir, oui, des gens qui venaient la rencontrer. Avait des échanges particuliers. Voilà. Mais je sais qu'il y a des artistes qu'elle aimait beaucoup, mais qui n'étaient pas nécessairement, je pense à des gens qu'elle aimait beaucoup, dont l'œuvre en tous les cas lui parlait. Je pense à des gens comme Agnès Martin, Reimann, évidemment. Là, ce sont les Américains dont parlait entre autres David tout à l'heure. Voilà. Pas seulement d'ailleurs. Oui, Parmentier aussi. Mais pas nécessairement des artistes qui venaient. Dans l'expo que tu as faite donc à Bages, dont tu nous parlais, il y avait donc Viala, Meurice, Buraglio, Lambillotte, j'ai oublié. Et Philippe Favier. Et Philippe Favier. J'ai été étonné d'ailleurs, Philippe Favier. Comment se fait-il que Philippe Favier, qui est un artiste excellent, mais je n'aurais pas imaginé dans ce choix-là, Philippe Favier d'abord d'une génération un peu différente, quelque peu. Oui, c'était important qu'on ne fasse pas de Pierrette, et en plus
après sa disparition, ni une suiveuse, ni une prédécesseuse de Support Surface. Donc, il y avait, Tout à fait. elle était assez proche d'un certain nombre d'artistes, mais c'était plutôt une question de circonstances, on va dire. Donc, le choix de Philippe Favier, c'était lié à une sorte de, comment dire, de leitmotiv que j'ai beaucoup entendu, qui était si j'avais acheté une de ces petites boîtes de sardines dans les années 80, quelle erreur j'ai faite. Bon, elle me redisait ça assez souvent. Ah oui. Et puis, il y a pas très longtemps, il y a peut-être 4 ans, à Drawing Now, alors là, c'est vraiment l'endroit pour en parler, Philippe Favier avait refait une petite série sur verre et elle avait acheté une œuvre à ce moment-là. Mais elle collectionnait. Pas du tout. Non, c'est ça qui était frappant, c'est que elle avait les tableaux de Soulages, elle les avait achetés pour la plupart, sauf 2 qui lui avaient donné. Pour le reste, il y a eu quelques échanges, mais presque toujours, elle achetait. Et en particulier, Viala, de qui elle n'était pas proche, mais enfin qu'elle connaissait bien, elle avait tenu à lui acheter une peinture il y a à peu près 10 ans. Donc c'était quelqu'un... Et si je dis ça, c'est vraiment pour faire sentir l'espèce de retrait dans lequel elle vivait. C'est-à-dire, c'était pas du tout un retrait. À nouveau, c'était pas une pause, c'était une réalité. C'est très différent. C'est-à-dire que c'était un choix. Oui, un retrait sans en faire une ermite. Un retrait sans en faire une ermite, exactement. Une femme drôle, vraiment spirituelle, fine, vive, etc. Les éclats de rire chez elle. Les éclats de rire, mais tout de même, je crois qu'elle aimait tellement la peinture qu'elle préférait la peinture à la compagnie des peintres. Je pourrais peut-être dire ça comme ça. D'accord. Et donc, il lui est arrivé, plutôt que justement faire une tractation avec un peintre, il lui est arrivé d'acheter des choses. Alors ça nous a servi de guide dans notre choix. Et puis, on était très heureux d'accueillir Philippe Favier, qui est en effet un peu plus jeune. Et ça témoignait, enfin un peu plus jeune que nos autres invités. Oui. Et ça témoignait de ce qu'a dit James, c'est-à-dire son appétit de la jeune peinture. C'est-à-dire qu'elle était extrêmement désireuse de voir les inflexions que pouvait prendre la jeune création. C'était vraiment une de ses grandes joies d'aller dans les galeries. James, tu as succédé à cette tâche, à cet artiste que tu citais toi-même tout à l'heure, Dominique Debert, dont le travail a quelques familiarités, je vais dire tout simplement. Toi, quand tu as un travail, je crois aussi, plastique. Non, j'ai très vite abandonné. En fait, quand j'ai rencontré Pierrette, je me posais beaucoup de questions sur le dessin, sur ma pratique du dessin. J'avais le sentiment de tourner en rond. C'est le cas de le dire, oui. David, c'est le cas de le dire, de tourner en rond. Et quand j'ai vu l'œuvre de Pierrette donc dans ce catalogue de la Maison des Arts, en 98, pour moi, ça a été, j'allais dire, révélation, c'est pas le terme approprié, un peu même, mais ça, effectivement, ça m'a. Un trauma peut-être, non ? Un trauma, non, pas un trauma, mais ça m'a beaucoup questionné justement sur la pratique du dessin et petit à petit, j'ai très rapidement arrêté. Sans aucun regret ? Après, c'est-à-dire que je m'entoure, évidemment, j'aime vivre aussi avec, après, mes moyens ne me le permettent pas toujours, mais j'aime aussi pouvoir être entouré d'œuvres, de dessins. J'ai vécu avec l'œuvre de Pierrette aussi, et pour moi, c'est très important. Le regard, ça a beaucoup aussi, je pense, ça m'a beaucoup développé aussi mon regard. C'est certain que ça m'a appris beaucoup. Et ce qui m'a toujours fasciné dans l'œuvre de Pierrette, c'est ce rapport à l'espace aussi. C'est-à-dire que l'œuvre, elle ne s'arrête pas au bord du papier, elle continue, elle travaille avec l'espace. Et ça, je trouve que c'est quand même assez rare de pouvoir voir ça, quoi. David, qu'est-ce que tu as appris de la fréquentation de l'œuvre de Pierrette ?
Je vais redire quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais finalement, c'est pas mal d'insister quelquefois. C'est mon côté prof, sans doute. Je suis stupéfait de ce que je découvre depuis son décès. Et d'une certaine manière, la plus grande leçon que j'ai reçue d'elle, c'est un peu triste à dire, mais enfin, c'est depuis sa disparition. Je connaissais assez bien un certain nombre de choses, croyais-je, et la façon qu'elle a eue de toujours tourner le dos à son passé. Par accident, on pouvait voir des choses en train, bien entendu, mais au fond, elle ne montrait pas des choses anciennes. Et donc, je suis littéralement stupéfait de ce que je découvre. Et cette stupeur, elle est partagée. Oui, je vais peut-être. C'est intéressant de savoir qu'elle est partagée par Soulages aussi. C'est-à-dire que chaque fois que je vais à Sète, je lui amène des choses. Et je peux presque dire qu'à chaque visite, il me dit: je ne connaissais absolument pas ce travail-là. Y en a-t-il d'autres, etc., etc. Et alors, c'est drôle d'ailleurs parce que c'est touchant. À Sète, toutes ces œuvres que j'amène sont de plus en plus là, et comme je le dis souvent, Pierrette a vécu immergée dans les œuvres de Soulages, et aujourd'hui, Soulages est maintenant immergé dans les œuvres de Pierrette parce qu'il est stupéfait de cette variété et de... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a des tout petits formats, par exemple, qui sont très, très, très étonnants. Il y a au contraire des très grandes choses avec presque rien sur d'immenses papiers asiatiques qui n'ont à nouveau jamais été montrés. Il y a des... ces petites mailles qu'on voit un étage au-dessus n'ont jamais été montrées non plus, et ainsi de suite. À vrai dire, il y a énormément d'exemples. C'est-à-dire qu'elle-même, finalement, était recherchée, on va dire, principalement sur deux pôles, qui étaient son travail sur crin. Et moi, j'ai été très étonné de découvrir le travail sur mailles de chanvre et de lin, qui est assez bref, une quarantaine de pièces, mais très, très extraordinaire. Et puis, pour les encres sur les formats raisins, 65-50, et là encore, des tas de petites choses. Non, vraiment, c'est une espèce de puissant fond de créativité. Et voilà ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris qu'on peut être créatif dans la discrétion et dans une forme de modestie qui est très surprenante, parce que quelqu'un de créatif, en principe, ça se voit. C'est-à-dire que... et elle, ça ne se voyait pas, au sens qu'elle ne le montrait pas. Elle s'est d'ailleurs fait beaucoup de tort. Combien de fois à des vernissages, un conservateur de musée important à côté: Pierrette, j'aimerais bien venir voir ce que vous faites en ce moment. Ah non, rien du tout. Mais enfin, si, écoutez, je serais content, ça fait 4 ans que je... Non, là, en ce moment, c'est pas bon du tout. Peut-être dans un an, ça sera mieux. Enfin, voilà, ça, c'était sa manière d'être. Elle doutait de l'œuvre qu'elle était en train de construire? Moi, je crois pas qu'elle doutait. Et là, peut-être James sera pas d'accord avec moi, mais je crois qu'elle la niait. C'est beaucoup plus que douter. C'est-à-dire que cette œuvre, et je peux le dire d'ailleurs d'une manière quasi juridique, c'est que vraiment... elle avait préparé sa succession d'une façon incroyable, d'une certaine façon. Elle n'avait rien préparé du tout. Et c'est pas un secret, mais quand on discute avec le notaire, il dit son œuvre n'existait pas. Quand je lui disais vous avez une œuvre, il faut préparer les choses, elle disait les tableaux de Soulages à Beaubourg. Voilà ma priorité. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose qui est très extraordinaire, cette manière de nier avec bonne humeur et avec sans drame et sans se sous-estimer non plus, voyez. Mais voilà. Et James, cette façon de nier dont parle David, c'était une posture ou c'était... Ah non, chez Pierrette, certainement pas une posture. Non, je sais pas, c'est... j'étais en train de penser à quelque chose et là tout d'un coup ça m'échappe. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait pour Pierrette, c'est extrêmement difficile de devoir montrer des œuvres anciennes. Il arrivait effectivement que des gens arrivent et qu'elle montre très peu de choses. Et je sais qu'au début, moi, évidemment, j'osais quand même peu intervenir. Et avec les années, j'étais convaincu de son œuvre et
Et je l'ai incité à sortir des dessins, à montrer des dessins qu'elle n'aurait jamais voulu montrer. Et ça, je pense que ça a été extrêmement important aussi, de voir justement la richesse de cette œuvre. Et si on avait écouté Pierrette, les tiroirs, les meubles à plan restaient fermés. Bon, bah alors, heureusement, grâce à l'un comme à l'autre, si je comprends bien, cette œuvre reste à découvrir parce que elle est très riche, très abondante. Je vois que le temps tourne très vite et qu'on est déjà arrivé au terme de cet échange. Je ne voudrais pas échapper quand même à répondre à ta proposition d'en dire un mot. Et je reprendrai tout simplement le titre d'un article que j'avais fait dans l'Œil. Pierrette Bloch, un point, c'est tout. Et la formule, elle est puissance pour moi cosmique. C'est vraiment ce rapport de l'insignifiant à l'immensité, enfin peut-être pas l'insignifiant, mais enfin de la molécule, si j'ose aller sur ce terrain, à des corps complexes et énormes. Je crois que c'est vraiment dans cet espace-là que ce travail se place et à trouver surtout cette force de présence d'être qui me semble être la grande marque. Parce qu'elle avait une présence incroyable, Pierrette. C'était quelque chose qui me fascinait. Elle était là, il y a une espèce de force, d'aplomb, de densité quand on était avec elle, qui vous nourrissait en plus, qui vous nourrissait considérablement. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'il y a une question dans cette assemblée à l'adresse de... Si vous avez des questions, intervenez. Pardon. Non, c'était le mot nier sur lequel... Nier l'œuvre. Oui, je crois pas. Enfin, mon ressenti par rapport à Pierrette, c'est qu'elle était toujours dans la recherche du futur. Et que c'était ça qui était le plus important, je crois, pour moi. Enfin, et en aucun cas c'était nier, c'est simplement, ça ne l'intéressait pas de montrer. Elle était tellement en dehors du jugement des autres que, voilà, elle pensait à autre chose. Mais est-ce que cette négation c'était mon impression. Est-ce que cette négation dont tu parlais, David, elle ne va pas justement dans le droit fil de ce que disait tout à l'heure James, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est intéressante parce on la regarde, mais elle est au-delà. Donc, oui, le mot négation était. Non, mais je suis d'accord. Le mot négation n'est pas un bon mot parce qu'il est connoté et en plus il a l'air de contenir une espèce de principe. Et c'était pas du tout en effet le cas. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est une mise à l'écart, disons plutôt. Et en effet, c'est une mise à l'écart parce que la seule chose qu'on tend étant exactement comme vient de le dire Brigitte Saby, l'avenir. Le passé, alors je vais employer quand même une négation, mais le passé ne comptait plus. Donc le passé était... voilà. Donc le mot de négation, en effet, a cette charge que je ne veux pas lui donner. D'accord. Bien, ben voilà, comme ça on a un petit peu rectifié le sens même de ce mot de nier. Bien, ben écoutez, merci beaucoup de cet échange, David Quéré et James Carité, et de tout ce que vous nous avez appris.